Merci, monsieur. Merci, monsieur, merci. Merci. En 1933 et 1934, Federico García Lorca prononce sa conférence « Jeux et théorie du Duende » à Buenos Aires et à Montevideo. Il annonce une simple leçon sur l'esprit caché de la douloureuse Espagne. Tenter de dire l'essence de son pays est une entreprise ambitieuse. Ce je ne sais quoi qui fait l'Espagne, ou plutôt l'Andalousie, c'est le duende. Mais qu'est-ce que le duende ? Jeux et théorie du duende de Federico García Lorca. Lecture et concert de Jacques Higelin, enregistré en public au studio 104 de Radio France à l'occasion de l'ouverture de la Maison de la Radio le 14 novembre 2014. J'ai tellement peur. Musique originale, Dominique Mahut. J'ai le trac. Parce que... Enfin, pour rien. Mesdames et messieurs, depuis 1918, date à laquelle je suis entré à la résidence d'étudiants de Madrid, et jusqu'en 1928, où je l'ai quitté, après avoir achevé mes études de philosophie et de lettres, j'ai entendu dans ce salon raffiné où se rendait la vieille aristocratie espagnole pour y corriger sa frivolité de plage française, près de 1000 conférences. Moi qui avais envie de vent et de soleil, je m'y suis tellement ennuyé qu'en sortant, je me suis senti recouvert d'une légère couche de cendre qui menaçait de se transformer en poivre tellement elle m'irritait. Non, je ne voudrais pas qu'il entre dans cette salle le terrible bourdon de l'ennui qui enfile toutes les têtes sur un délicat brin de sommeil et met sur les yeux de l'auditoire de tout petits paquets de pointes d'épingles. Avec simplicité, selon le registre où ma voix poétique n'a pas les lumières du bois, ni les méandres de la ciguë, ni de moutons qui brusquement deviennent des couteaux d'ironie, je vais voir si je peux vous donner une leçon simple sur l'esprit caché de la douloureuse Espagne. Quand on se trouve sur la peau de taureau tendu entre les rives du Júcar, du Guadalfeo, du Sil et du Pisuerga, on entend dire à fréquence régulière « Voilà qu'il y a beaucoup de duendes ». Manuel Torres, grand artiste du peuple andalou, disait à un homme qui chantait « Toi, tu as de la voix, tu connais les styles, mais jamais tu ne connaîtras le triomphe, parce que toi, tu n'as pas de duende. » Dans toute Andalousie, roc de Jaén ou coquillage de Cadix, les gens parlent sans cesse du duende et le remarquent dès qu'il apparaît avec un instinct efficace. Le merveilleux chanteur de flamenco El Lebrijano, créateur de la debla, disait « Moi, le jour où je chante avec duende, personne n'est plus fort que moi. » La vieille danseuse gitane, la Malena, s'est écriée un jour en entendant Brailovsky jouer un morceau de Bach. « Olé, ça a du duende !» Et Manuel Torres, l'homme à avoir le plus de culture dans le sang de tous ceux que j'ai connus, a dit cette phrase splendide en écoutant Falla jouer lui-même son nocturne du Généralif. Tout ce qui a des sonorités noires a du duende.
n'y a rien de plus vrai. Ces sonorités noires sont le mystère, les racines qui s'enfoncent dans le limon que nous connaissons tous, que nous ignorons tous, mais d'où nous vient ce qui a de la substance en art. Des sonorités noires, a dit l'homme populaire d'Espagne, et il a rejoint en cela Goethe, qui donne la définition du duende à propos de Paganini, en disant « pouvoir mystérieux que tout le monde ressent et qu'aucun philosophe n'explique ». Ainsi donc, le duende est dans ce que l'on peut et non dans ce que l'on fait. C'est une lutte et non une pensée. J'ai entendu un vieux maître guitariste dire « Le duende n'est pas dans la gorge. Le duende remonte par dedans depuis la plante des pieds. » Ce qui veut dire que ça n'est pas une question de faculté, mais de véritable style vivant, c'est-à-dire de sang, de très vieille culture et tout à la fois de création en acte. Ce pouvoir mystérieux que tout le monde ressent et qu'aucun philosophe n'explique est, en somme, l'esprit de la terre, ce même duende qui consumait le cœur de Nietzsche, qui le recherchait dans ses formes extérieures sur le pont du Rialto ou dans la musique de Bizet, sans le trouver et sans savoir que le duende qu'il poursuivait était passé des mystères grecs aux danseuses de Cadix ou aux cris dionysiaques de la Ségedille égorgée de Silverio. Ainsi donc, je veux que personne ne confonde le duende avec le démon théologique du doute, ni avec le diable catholique, destructeur et peu intelligent, qui se déguise en chienne pour entrer dans les couvents. Non. Le duende dont je parle, sombre et frémissant, est le descendant du très joyeux démon de Socrate, tout de marbre et de sel, qui indignait le griffa le jour où il prit la ciguë, et de cet autre diablotin mélancolique de Descartes, petit comme une amande verte, qui, là de tant de cercles et de lignes, sortait par les canaux pour entendre chanter les grands marins brumeux. Pour tout homme, tout artiste, qu'il s'appelle Nietzsche ou Cézanne, chaque échelle qui monte à la tour de sa perfection a pour prix la lutte qu'il entretient avec son duende. Pas avec son ange, comme on a pu le dire, ni avec sa muse. Il est nécessaire de faire cette distinction, elle est fondamentale pour les racines de l'œuvre. L'ange guide et soigne, comme Saint Raphaël. Il défend et protège, comme Saint Michel. Il annonce et prévient, comme Saint Gabriel. L'ange éblouit, mais il vole au-dessus de la tête de l'homme, il est par-dessus, il déverse sa grâce, et l'homme, sans aucun effort, réalise son œuvre, exerce sa sympathie ou exécute sa danse. La muse dicte et à certaines occasions, elle souffle. Elle a relativement peu de pouvoir parce qu'elle est déjà lointaine. Moi-même, je l'ai vue 2 fois. Et elle est tellement fatiguée qu'on a dû lui mettre un demi-cœur de marbre. Les poètes à muse entendent des voix
et ils ne savent pas d'où elles viennent. Mais ce sont les cris de la muse qui les encouragent et quelquefois les croquent tout crus, comme ce fut le cas d'Apollinaire, grand poète détruit par l'horrible muse avec laquelle l'angélique et divin Rousseau le peignit. La muse éveille l'intelligence. Elle apporte des paysages à colonnes et la saveur illusoire des lauriers. Or, l'intelligence est bien souvent l'ennemi de la poésie parce qu'elle limite trop, parce qu'elle élève le poète sur un trône aux arêtes aiguës et lui fait oublier que tout à coup, il peut être mangé par les fourmis ou qu'il peut lui tomber sur la tête une grande langouste d'arsenic contre laquelle les muses qui vivent dans les monocles ou dans la rose de lac tiède du petit salon ne peuvent rien. L'ange et la muse viennent du dehors. L'ange donne des lumières et la muse des formes. Hésiode a beaucoup appris d'elle. Peint d'or ou pli de tunique, le poète reçoit des normes dans son bosquet de lauriers. En revanche, le duende, il faut le réveiller dans les dernières demeures du sang et chasser l'ange et renvoyer la muse d'un coup de pied et ne plus craindre le sourire de Violette qu'exhale la poésie du XVIIIe siècle, ni le grand télescope dont les lentilles abritent le sommeil de la muse malade de limites. C'est avec le duende qu'on se bat vraiment. On sait quels sont les chemins pour aller en quête de Dieu, depuis la manière barbare de l'ermite jusqu'à la façon subtile du mystique, avec une tour comme Sainte Thérèse ou par 3 chemins comme Saint Jean de la Croix, et même, s'il nous faut clamer, avec la voix d'Isaïe, « Vraiment, tu es un Dieu caché ». En fin de compte, Dieu envoie à qui le recherche ses premières épines de feu. Pour chercher le duende, il n'existe ni carte ni ascèse. On sait seulement qu'il brûle le sang comme une pommade d'éclat de verre, qu'il épuise, qu'il rejette toute la douce géométrie apprise, qu'il brise les styles, qu'il s'appuie sur la douleur humaine qui n'a pas de consolation, qu'il entraîne Goya à peindre avec ses genoux et avec ses poings dans d'horribles noirs de bitume, qu'il habille d'un costume vert de saltimbanque le corps délicat de Rimbaud, ou donne des yeux de poisson mort au comte de Lautréamont dans le petit matin du boulevard. Les grands artistes du sud de l'Espagne, gitans ou joueurs de flamenco, chanteurs, danseurs ou musiciens, savent qu'aucune émotion n'est possible sans l'arrivée du duende. Ils peuvent tromper les gens et donner une impression de duende alors qu'il n'y en a pas. De même que tous les jours, on est trompé par des auteurs, des peintres ou des lanceurs de mode littéraire sans duende. Mais il suffit d'y regarder d'un peu plus près et ne pas se laisser aller à l'indifférence pour déjouer le piège et les faire fuir avec leur artifice grossier. Un jour, la chanteuse andalouse Pastora Pavón, la Niñas de los Peines, sombre génie hispanique d'une capacité de fantaisie équivalente à celle de Goya ou de Raphaël El Gallo, chantait dans un petit cabaret de Cadix. Elle jouait de sa voix d'ombre, de sa voix d'étain en fusion,
de sa voix couverte de mousse des bois, et elle l'emmêlait dans sa chevelure, ou elle la trempait dans du vin de manzanille, où elle la perdait dans des labyrinthes obscurs et très lointains. Mais rien ne se passait. Pas le moindre effet. Le public ne réagissait pas. Il y avait là Elvira la Caliente, putain aristocrate de Séville, descendante directe de Soledad Vargas, qui en 30 n'avait pas voulu se marier avec un Rothschild parce qu'il n'était pas à la hauteur de son sang. Il y avait les Floridas que les gens croient bouchés, mais qui en réalité sont des prêtres millénaires qui continuent de sacrifier des taureaux à Géalion. Et dans un coin, il y avait l'imposant éleveur Don Pablo Murube avec son air de masque crétois. Pastora Pavón avait fini de chanter au milieu du silence. Alors, un petit homme seul et plein de sarcasme, un de ces petits bonshommes qui sortent tout d'un coup en dansant des bouteilles d'eau de vie, a dit tout bas « Vive Paris !» Comme pour dire « Nous, on n'est pas là pour du savoir-faire, de la technique ou de l'habileté. On veut autre chose. » Alors, la Niña de los Peines s'est levée comme une folle, pliée en deux comme une pleureuse médiévale, et elle a avalé d'un trait un grand verre d'anis de Casala, brûlant comme le feu, et là, elle s'est rassise pour chanter. Pour chanter sans voix, sans souffle, sans nuance, la gorge en flammes, mais avec du duende. Elle avait réussi à tuer tout l'échafaudage de la chanson pour laisser place à un duende furieux et dévastateur, ami des vents chargés de sable, qui poussait les gens de l'auditoire à déchirer leurs habits presque selon le rythme des Noirs antillais de rite Lukumi, quand ils se les arrachent pelotonnés devant une statue de Saint Barbe. Ah! La Niña de los Peines a dû se déchirer la voix parce qu'elle savait que les plus fins connaisseurs l'écoutaient, qu'il ne voulait pas de forme, mais la moelle des formes, de la musique pure qui réduit le corps à ce qu'il faut pour rester en suspens. Elle a dû appauvrir son savoir-faire et son assurance. Donc, elle a dû éloigner sa muse et demeurer sans défense pour que son duende vienne et qu'il daigne se battre à main nue. Et il faut voir comment elle a chanté. Sa voix ne jouait plus, sa voix était un flot de sang, digne par sa douleur et sa sincérité de s'écarter comme une main à 10 doigts sur les pieds cloués mais pleins de tourmente d'un Christ de Juan de Juni. L'arrivée du duende implique toujours un changement radical sur toutes les formes. Sur les terrains anciens, il donne des impressions de fraîcheur totalement inédites et une qualité de création nouvelle, de miracle, qui parvient à produire un enthousiasme presque religieux. Dans toute la musique arabe, danse, chanson ou élégie, l'arrivée du duende est saluée d'énergique « Allah, Allah ». Mon Dieu, si proche du olé des corridas que personne ne sait s'il s'agit de la même chose, et dans tous les chants du sud de l'Espagne, l'apparition du duende est suivie de cris sincères « Viva Dios, Dieu soit loué ».
Naturellement, quand cette évasion est réussie, tout le monde en ressent les effets. L'initié en voyant de quelle façon le style vient à bout d'une matière pauvre et l'ignorant dans le je ne sais quoi d'une authentique émotion. Il y a des années, dans un concours de danse à Higueres de la Frontera, une vieille de 80 ans l'a emporté sur de belles femmes et des jeunes gens, cambrés comme de l'eau, par le seul fait de lever les bras, relever la tête et taper du pied. Mais dans l'assemblée de muses et d'anges qu'il y avait là, beauté de forme et beauté de sourire, la victoire devait revenir, et elle est revenue à ce duende moribond qui laissait traîner par terre ses ailes au couteau rouillé. Tous les arts peuvent accueillir le duende, mais là où il trouve le plus d'espace, bien naturellement, c'est dans la musique, dans la danse et dans la poésie déclamée. Puisque ces trois arts ont besoin d'un corps vivant pour les interpréter, car ce sont des formes qui naissent et meurent de façon perpétuelle et dressent leurs contours sur un présent exact. Souvent, le duende du musicien se transmet au duende de l'interprète, et d'autres fois, quand le musicien ou le poète n'en sont pas, le duende de l'interprète, et c'est là quelque chose d'intéressant, crée une nouvelle merveille qui a en apparence seulement la forme primitive. Citons le cas de Paganini, décrit par Goethe, qui faisait entendre des mélodies profondes en partant des plus vulgaires banalités, ou le cas d'une délicieuse jeune fille de Puerto de Santa Maria que j'ai vu chanter et danser l'horrible refrain italien « Oh Marie », avec un rythme, des silences et une intention qui faisait de la pacotille napolitaine un pur serpent de l'or le plus fin. La vérité, c'est que ces artistes trouvaient effectivement quelque chose de neuf qui n'avait rien à voir avec le modèle antérieur. Ils mettaient du sang frais et de la science sur des corps vides d'expression. Tous les arts et tous les pays aussi peuvent accueillir le duende, l'ange et la muse, et de même que l'Allemagne reçoit, sauf exception, la muse et l'Italie l'ange en permanence, l'Espagne a de tout temps été mue par le duende. En tant que pays de musique et de danse millénaire, où le duende presse les citrons au petit matin, et comme pays de mort, comme pays ouvert à la mort. Dans tous les pays, la mort est une fin. Elle arrive et on baisse le rideau. Pas en Espagne. En Espagne, on le lève. Là-bas, beaucoup de gens vivent entre quatre murs jusqu'au jour où ils meurent. Alors, on les fait sortir au soleil. Un mort en Espagne est plus vivant comme mort que partout au monde. Son profil blesse comme le fil d'un rasoir. Les plaisanteries sur la mort ou sa contemplation silencieuse sont familières aux Espagnols. La chasuble, la roue de la charrette, le canif, la barbe piquante des bergers, la lune chauve, la mouche, les placards humides, les décombres, les seins couverts de dentelle, la chaux et la ligne blessante d'auvent et de mirador sont parsemés en Espagne de toutes petites herbes de mort, des allusions et des cris perceptibles pour un esprit alerte qui remplissent notre mémoire de l'air rigide de notre propre trépas. Tout l'art espagnol lié à notre terre, pleine de chardon et de pierres définitives, n'est pas dû à une coïncidence. Ce n'est pas par hasard que l'on retient de toutes les ballades européennes cette image de bien-aimé espagnol. Si tu es bien ma belle amie, que ne m'embrasses-tu pas donc?
De mes lèvres qui t'embrassaient, à la terre j'en ai fait don. Si tu es bien, ma belle amie, que ne m'en lasses-tu pas, donc, dessus mes bras qui t'enlaçaient, j'ai mis la vermine à foison. Il n'est pas étonnant non plus qu'à l'aube de notre poésie, on entende cette chanson. Dedans le jardin sera ma fin, dedans les rosiers, on va me tuer. Pour cueillir, ma mère, la rose, je vins, je trouvais la mort dedans le jardin. Pour couper, ma mère, la rose, j'allais, je trouvais la mort dedans les rosiers. Dedans le jardin sera ma fin, dedans les rosiers, on va me tuer. Lorsque la muse voit arriver la mort, elle ferme la porte, elle construit un socle où elle promène une urne et y inscrit une épitaphe d'une main de cire. Mais très vite, elle retourne arroser son laurier avec un silence qui vacille entre deux brises. Lorsqu'il voit arriver la mort, l'ange vole en cercle lent et tisse avec des larmes de glace et de narcisses l'élégie que nous avons vue trembler entre les mains de Keats, celle de Villa Sandino, dans celle d'Herrera, dans celle de Becker et dans celle de Juan Ramón Jiménez. Mais quelle est la terreur de l'ange s'il sent une araignée, même la plus minuscule, sur son tendre pied rose? En revanche, le duende ne vient pas s'il ne voit pas de possibilité de mort, s'il n'est pas sûr qu'elle va rôder autour de la maison, s'il n'est pas certain qu'elle va secouer ces branches que nous portons tous et que l'on ne peut pas, que l'on ne pourra jamais consoler. Par l'idée, par le son ou des mimiques, le duende aime à être au bord du puits dans une lutte franche avec celui qui crée. L'ange et la muse s'échappent avec un violon ou un compas, mais le duende vous blesse. Et c'est dans la guérison de cette blessure qui ne se ferme jamais que se trouve ce qu'il y a d'insolite, d'inventé dans l'œuvre d'un homme. La vertu magique du poème consiste à être toujours chargé de duende pour baptiser d'eau sombre tous ceux qui le regardent. Parce qu'avec du duende, il est plus facile d'aimer, de comprendre, et l'on est sûr d'être aimé, d'être compris. Et cette lutte pour l'expression et pour la communication de l'expression acquiert quelquefois en poésie un caractère mortel. Nous avons dit que le duende aime le bord de la plaie et s'approche des endroits où les formes se mêlent en une aspiration qui dépasse leur expression visible. En Espagne, comme chez les peuples d'Orient, où la danse est une expression religieuse, le duende dispose d'un chant illimité sur le corps des danseuses de Cadix, salué par Martial, sur la poitrine de ceux qui chantent, salués par Juvena, et dans toute la liturgie de la corrida, authentique drame religieux, où, de même qu'à la messe, on adore et on sacrifie un Dieu. C'est un peu comme si tout le duende du monde classique s'entassait dans cette fête parfaite. Preuve de la culture et de la grande sensibilité d'un peuple qui découvre en l'homme ses meilleures colères, ses meilleures biles et ses meilleures larmes. Dans un spectacle de danse espagnole
pas plus qu'à la corrida, personne ne s'amuse. Le duende se charge de faire souffrir par le biais du drame sur des formes vivantes, et il prépare des échelles pour que l'on s'évade de la réalité environnante. Le duende opère sur le corps de la danseuse comme le vent sur le sable. Son pouvoir magique transforme une belle jeune fille en paralytique de la lune ou donne les roseurs de l'adolescence à un vieillard en haillons qui fait l'aumône dans les débits de boissons. D'une chevelure, il fait naître l'odeur d'un porc nocturne et toujours il agit sur les bras dans des expressions qui sont mères de la danse de tous les temps. Mais la répétition est impossible. Il est essentiel de le souligner. Le duende ne se répète jamais, pas plus que ne se répètent les formes de la mer dans la bourrasque. À la corrida, il acquiert ses expressions les plus impressionnantes parce qu'il doit lutter, d'une part, avec la mort qui peut le détruire, et d'autre part, avec la géométrie, avec la mesure, base fondamentale de cette fête. Le taureau a son orbite, le torero la sienne, et entre les deux, il y a un point de danger où culmine le terrible jeu. On peut tenir la muleta avec sa muse et les banderilles avec son ange et passer pour un bon torero. Mais pour les passes de cap avec un taureau encore vierge de blessures et au moment de tuer, on a besoin de l'aide du duende pour toucher au cœur de la vérité artistique. Le torero qui effraie le public dans l'arène par sa témérité ne torait pas, mais se trouve dans la situation ridicule à la portée du premier venu de jouer sa vie. En revanche, le torero mordu par le duende nous donne une leçon de musique pythagoricienne et nous fait oublier qu'il lance sans cesse son cœur au devant des cornes. L'Espagne est le seul pays au monde où la mort soit le spectacle national, où la mort souffle dans de longs clairons à l'arrivée du printemps et dont l'art soit toujours régi par un duende ingénieux qui lui a donné sa différence et sa qualité d'invention. Le duende qui construit la tour de Saragoun ou modèle des briques chaudes à Calatayud ou à Teruel est aussi celui qui déchire les nuages du Gréco et qui fait déguerpir à grands coups de pied les gendarmes de Quevedo et les chimères de Goya. Quand il pleut, il montre Velázquez imprégné secrètement de duende derrière ses grilles monarchiques. Quand il neige, il fait sortir Herrera nu pour démontrer que le froid ne tue pas. Quand la chaleur est torride, il met Béruguette dans ses flammes et lui fait inventer un nouvel espace pour la sculpture. La muse de Góngora et l'ange de Garcilaso doivent lâcher leur guirlande de laurier lorsque passe le duende de Saint-Jean de la Croix, lorsque le cerf d'amour blessé paraît sur la colline. Chaque art possède bien naturellement un duende de formes et de genres différents, mais tous unissent leurs racines en un point d'où jaillissent les sons noirs de Manuel Torres, matière ultime et fond commun incontrôlable et vibrant de bois, de sons, de toiles et de mots.
sont noirs, derrière lesquels les volcans, les fourmis, les zéphyrs et la grande nuit qui se serre la taille dans la Voie lactée ont déjà une tendre intimité. Mesdames et messieurs, j'ai dressé 3 arches et d'une main maladroite, j'y ai placé la muse, l'ange et le duende. La muse se tient tranquille, elle peut avoir une tunique à petits plis, ou les yeux de vache qui vous regardent à Pompéi, ou le grand nez à 4 côtés que lui a peint son cher ami Picasso. L'ange peut agiter des cheveux d'Antonello de Messine, une tunique de Lippi et un violon de Massolino ou de Rousseau. Et le duende? Où est le duende? À travers l'arche vide passe un vent de l'esprit qui souffle avec insistance sur la tête des morts. À la recherche de nouveaux paysages et d'accents ignorés, un vent qui sent la salive d'enfant, l'herbe écrasée et le voile de méduse, un vent qui annonce le baptême permanent des choses fraîchement créées.